Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre émission mensuelle accordée à vos questions, que j'ai récoltées ça et là, un petit peu sur Twitter, un petit peu sur cet espace et un petit peu aussi à l'Université de l'Épargne pour certains. Alors avant de débuter, je voulais remercier Pierre Lanel que j'ai raté hier parce qu'il est passé au bureau, qui nous a offert des très très beaux chocolats et qui nous a mis un petit mot. Donc à nouveau, je voulais dire que nous étions parfaitement achetables. N'hésitez pas, nous prenons rillettes, chocolat, petits saucissons. Saucissons. Les rillettes avaient été très appréciées. Et le chien avait été très content. Et de tout le monde. Voilà, et pour ceux qui demandent, je ne sais pas pourquoi, Charles m'a demandé de le dire, on air, ça veut dire que c'était à une origine dans les studios audio, le signe s'allumait pour dire que ça tournait. Voilà, donc on a acheté ce signe parce qu'on trouvait ça rigolo et qu'il n'y avait rien en français parce que ces choses-là sont faites dans des contrées lointaines pour un public large et que c'était... voilà, c'est des convenances. Hein. On aurait pu mettre « on tourne ». Oui, mais ça n'existait pas parce qu'ils le font pour le plus grand commun dénominateur. Et comme on a perdu la bataille de la langue il y a un moment, il n'y a pas de signe marqué en français. Voilà. À part même SOS et Save Our Soul, donc ça c'est de l'anglais. Qu'est-ce qu'on a en français dans les trucs? À part Uniswap qui mal y pense, mais ça fait un peu long. Et puis en plus c'est la devise anglaise, je crois. Oui, de l'ordre de la Jarretière, mais c'est dans les trucs qui demeurent, on n'a pas tellement de choses. Sauf qu'il peut. Je sais pas. Enfin, voilà. Alors écoute, on va commencer par une question d'Arthur Gronowski, qui est une question assez large, qui est la suivante. Toute personne dotée d'un minimum d'intelligence comprend que la France est dans une situation critique d'un point de vue économique. Pourquoi le gouvernement actuel ne fait rien afin de réduire les déficits et réduire le poids de l'État? Est-ce un immobilisme suicidaire? Est-ce qu'ils voient rien ou est-ce qu'ils sont complètement cons? C'est une bonne question. C'est une des choses les plus difficiles qui soit. C'est difficile d'essayer de penser juste, de balancer les arguments, de réfléchir. Mais si tu essayes de comprendre pourquoi les autres pensent de travers, oui, c'est dur. C'est extrêmement difficile. Oui, mais alors là, il y a penser de travers, mais penser de travers, ça impliquerait qu'ils fassent quelque chose. Or là, on a juste l'impression qu'ils sont passifs comme des carpes. Mais ils peuvent rien faire parce qu'ils sont coincés de tous les côtés. Mais alors, quand tu arrives à des trucs comme ça, la première explication, c'est que ils sont juste bêtes. C'était l'explication entre le complot et la bêtise. Oui, toujours choisir la bêtise. Je crois que c'était Raymond Aron qui disait ça, mais je crois qu'il a raison. Donc, et je crois qu'ils sont bêtes parce que, quelque part, des alertes sur le budget, sur la dette, sur les retraites, ça a commencé il y a 25 ans, en disant si ça continue, ça va mal tourner. Et quelque part, ça a pas mal tourné, ça continue à se détériorer, mais ça durait beaucoup plus longtemps que tous les gens le pensaient. Et donc, je pense que beaucoup d'entre eux se disent après moi le déluge, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai créé cette situation, c'est pas moi qui vais la régler. Moi, je vais essayer d'être Premier ministre pendant 6, 9 ou 12 mois, et puis je toucherai mes émoluments, mes trucs, mes machins, je sais pas. Oui, mais de sorte que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme d'État, quoi. Voilà, il n'y en a pas un qui a une vision à long terme et qui fait ça véritablement pour la France. Ils font juste ça parce que... Et c'est ça, tout le problème, c'est... Quelque part, le Premier ministre actuel, c'est M. Bayrou. Bayrou de secours, comme on l'a appelé. Mais j'ai presque envie de rapprocher ça de l'affaire de Betaram, qui était juste à côté de Pau. Tu sais, c'est que, apparemment, Bayrou a été au courant, et il a trouvé que la solution, c'était quand même de ne rien faire, tu vois, d'essayer de cacher le coup. Écoute, moi j'ai toujours entendu dire d'un oncle qu'on a dans la famille qui à l'époque était très proche de lui qu'on avait rarement eu un ministre de l'Éducation qui avait fait aussi peu de choses. Il joue au ping-pong dans le ministère pendant que les syndicats faisaient la politique. Donc, c'est un homme qui a certainement énormément d'ambition, qui voulait faire, je me souviens de ses débuts, on s'était dit, tiens, il est pas mal celui-là, puis on a vite déchanté. Mais je crois que la réalité, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas les phénomènes économiques. Et la deuxième, comme on l'a vu, quand on est en train de le voir aux États-Unis, c'est que je crois que tout le monde sous-estime l'immense
montants de corruption qu'il y a dans le système. C'est-à-dire que, je pèse mes mots, mais je crois qu'une grosse partie de la fonction publique est complètement corrompue, touche dans tous les sens, que les hommes politiques aussi touchent dans tous les sens, qu'il y a toute une série de paiements qui sont faits à l'étranger, aux ONG, etc., qui sont dans le fait de la corruption à peine dissimulée. Donc, quand, je me souviens, il y a quelques années, avant que le Mexique devienne une espèce de dictature, de démocratie, où il y a les gens des élections normales, le parti au pouvoir présente... on avait le droit de voter pour le parti au pouvoir, puis c'était tout, quoi, tu vois. Et donc, il y avait des bagarres sanglantes entre les types à l'intérieur du parti au pouvoir pour être celui qui serait le président. Et la raison, c'est pas qu'ils voulaient faire des choses-là, c'est que être président du Mexique, ça correspondait à peu près à une corruption de $2 milliards pour toi. Donc, c'était celui qui prenait le pouvoir, savait qu'il aurait $2 milliards à lui après. Ce qui est beaucoup de pognon, hein. Et surtout à l'époque. Et donc, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, oui. Mais c'est ce que disait Jean-Paul Guetti. On lui disait, est-ce que c'est qui était un pétrolier qui avait une immense fortune? On lui disait, monsieur Guetti, est-ce que c'est vrai que vous gagnez $1 million par minute? Il disait, oui, jeune homme, oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 30 ans, $1 million. Hein. Vous voyez, c'est donc, tout est relatif. Mais je veux dire par là, je crois qu'on sous-estime la façon dont cette classe dirigeante traite la France à son profit. Et ils savent très bien que s'ils commencent à ouvrir la boîte de Pandore, il y aura des chevaux de Troie. Oui, il y aura des chevaux de Troie et qu'il faudra qu'à ce moment-là, il y aura plein de gens qui vont tomber et tout. Donc, l'analyse que je fais de plus en plus, c'est de dire, ils savent que ça va aller mal, mais ils savent aussi que s'ils prennent des mesures comme Trump est en train d'essayer de le faire aux États-Unis, ils vont tous aller en prison. Donc, ils ne font rien parce qu'ils savent que s'ils faisaient quelque chose, toute leur classe serait cuite instantanément. Donc c'est ça le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas gouverné par des gens normaux, on est gouverné par la mafia, une mafia criminelle. Alors, tu as Philippe Mélanie qui te demande une question assez simple. Nous sommes plusieurs à écouter depuis le Canada. Alors, bonjour la Gaspésie, bonjour les Arcadiens. Quel avenir pour le dollar canadien? Le dollar canadien, c'est un... Il a beaucoup souffert de la présidence Trudeau. Et... alors, il a un certain nombre d'avantages, et je vais vous le dire rapidement, c'est que vous prenez le dollar canadien, vous prenez le dollar australien, et vous prenez la monnaie brésilienne, et vous les mettez sur un même graphique, et ils montent toujours quand il y a une grande hausse des matières premières dans le monde, et ils baissent toujours quand il y a une grande baisse des matières premières dans le monde. Tu vois, ce sont des monnaies qu'on appelle des monnaies de matières premières, quoi, tu vois, c'est... Alors, si l'analyse qu'on fait ici, qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien et qu'il va y avoir une demande très forte d'investissement, on va avoir besoin de ciment, on va avoir besoin... ces trois monnaies, elles sont un peu le même panier, hein, c'est un peu pas la même chose. Elles ont pas mal souffert, elles risquent de remonter. Mm-hmm. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne vendrai pas le dollar canadien pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vont peut-être avoir un changement politique, là, parce que... Carnet, c'est quand même une planche pourriture, comme il y en a peu. C'est une sorte de Biden, quoi. C'est un homme de Davos. Un homme de Davos, comme il y en a eu 42 000. Il a 3 passeports, d'ailleurs. Il a été gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, ce qui est curieux, mais enfin bref. Donc, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va commencer à gérer convenablement le Canada. Et deuxièmement, il n'est pas impossible, si vous voulez, quand je vous dis d'acheter des valeurs énergétiques, je vous dis quelque part que je deviens moins négatif sur le Canada. Vous voyez, c'est un peu le même jeu, quoi. C'est un peu... Voilà, donc l'avenir des dollars canadiens, c'est une monnaie comme une autre. Elle a beaucoup souffert de la baisse des matières premières et de l'incompétence politique. Je serais plutôt acheteur, mais pour l'instant, sans une conviction énorme, quoi. J'attends le résultat des élections. D'accord. Alors, bonjour monsieur. Quel but poursuit Donald Trump avec sa politique des tarifs, donc du douanier? Que pensez-vous de la théorie qui serait qu'il cherche à cracher les marchés pour forcer la Fed à baisser ses taux plus vite afin que le refinancement de la dette US coûte moins cher? Alors oui, ça c'est un peu... ça me paraît pas la bonne explication. Non, alors les tarifs, c'est assez simple.
c'est que comment les États-Unis finançaient-ils leur déficit dans le temps, hein? Ils avaient des déficits extérieurs importants. Tu sais, les dollars apparaissaient, mettons, en Chine. Et puis ces dollars qui apparaissaient en Chine, la Chine les prenait et achetait des obligations du Trésor américain. Donc en quelque sorte, le déficit extérieur finançait le déficit budgétaire. Tu vois, c'est ce qu'on appelait le privilège impérial. C'est Rueff qui avait dit ça. Mais les Américains ont remarqué que depuis un certain temps, l'argent que les Chinois gagnaient aux États-Unis, il apparaissait plus dans les obligations que les Chinois achetaient, il apparaissait dans les comptes des banques chinoises à Hong Kong. Tu sais, on en a parlé de ça aussi. Donc, il apparaissait dans les banques à Hong Kong. Et donc, aujourd'hui, il y a 2000 milliards de dollars qui auraient dû être dans les déficits budgétaires américains et qui se retrouvent dans les banques à Hong Kong. Et donc aujourd'hui, le déficit budgétaire américain n'est plus financé par le déficit extérieur. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que puisque vous refusez de financer mon déficit budgétaire ce que je vais faire, c'est que je vais vous coller de tarifs. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est vous qui allez financer mon déficit. Il remplace l'achat des obligations américaines par un tarif on colle dessus. Puisque vous ne voulez pas le faire vous-même, je vais le faire pour vous, je vais vous mettre d'autant. Mais il faut savoir qu'en bonne économie, un tarif, un droit de douane, est toujours payé par le consommateur final. Donc ça veut dire que quelque part, il est aussi en train de dire aux sociétés, si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut que vous produisiez aux États-Unis. Donc il en arrive à ce qu'on a discuté aussi dans une réunion ici, je crois. L'idée, il veut faire une forteresse américaine. C'est pour ça qu'il a besoin du Groenland, qui fait partie d'ailleurs géographiquement du plateau nord-américain. Donc c'est pour ça qu'il dit au Canada, si vous vouliez fusionner avec nous, ce serait bien. Il veut faire une espèce de zone d'Amérique du Nord, là, qui serait complètement imprenable. Mais ce qu'il fait aussi, c'est que donc il met des droits de douane et il réduit les dépenses militaires de 8% par an pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, bon, je vais défendre les États-Unis, mais les autres, l'Asie, l'Europe, vous vous défendez tout seul, c'est plus mon problème. Et alors ça fait crier tous les gens comme des fous, parce qu'ils avaient pris l'habitude de se faire défendre par les États-Unis, ce qui permettait de donner des subventions à la sécurité sociale. Mais maintenant, il va falloir que donc l'Europe en particulier choisisse entre les systèmes sociaux et sa défense. Elle ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc, ça fait partie d'une espèce de Les États-Unis se sont développés au XIXe siècle en étant massivement protectionnistes contre l'Angleterre et l'Allemagne qui étaient les plus efficaces. Puis à partir du moment où l'appareil industriel allemand et l'appareil industriel anglais ont été détruits par la guerre, ils sont devenus partisans du libre-échange. Tu vois, c'était leur économie qui était complètement dominante. Mais maintenant, ils disent, bon, on n'a plus d'industrie, mais on va refaire une industrie. Et la seule façon de le faire, c'est qu'on mette des droits de douane pour que les gens reviennent chez nous. Donc ils reviennent à la doctrine Monroe, qui était les États-Unis s'occupent que de ce qu'il y a autour d'eux, mais ils ne vont pas en Europe ou ils ne vont pas en Asie, qui était de 1820, je crois, et au protectionnisme. Donc on peut dire que Trump ferme la parenthèse libre-échangiste des États-Unis qui a duré de 1945 à 2020, quoi. Voilà. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va essayer de parler un peu plus du portefeuille, c'est-à-dire du portefeuille de l'université de l'épargne. Alors, le portefeuille, pour vous rappeler, est composé comme un 4 quarts. Vous avez une partie en or, donc 25% en or, 25% en yens. Pourquoi ? Parce que, j'ai encore quelqu'un hier qui me disait « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être en dollars ?» Je lui dis « Mais parce qu'on n'est pas simplement en monnaie, on attend une certaine hausse du yen. Donc, si vous allez vous mettre en dollars, vous n'aurez pas, incroyable, la hausse du yen. Voilà. Et ensuite, on est en ETF énergie pour une partie et en ETF chinois pour l'autre partie. Asie-Chine. Asie, sans le Japon. Sans le Japon. Voilà. Donc,
Thierry te demande, dans cette perspective, comment expliquez-vous l'excellente tenue de l'euro face à un panier de devises de référence, US, Yen, Great Britain, Pound, alors que la situation européenne n'est guère réjouissante? Quelle est la manœuvre pour que l'euro soit aussi fort et la situation est-elle durable? Alors, je vais répondre de façon toute simple. Tout le monde sait, d'ailleurs, c'est ce que dit cet auditeur, tout le monde sait que l'Europe est dans une situation impossible. Du point de vue de la défense, politiquement, les trucs en Roumanie, enfin c'est le merdier total. Donc, quand tout le monde sait quelque chose, qu'est-ce que va faire tout le monde, qui est un investisseur pas très malin? Il va vendre de l'euro, et tout le monde savait aussi, il y a 3 ou 6 mois, que l'intelligence artificielle allait être complètement dominée par les États-Unis. Ils ont tous acheté des Magnificent Seven, tu sais, les 7 sociétés. Donc, et du Nvidia. Le deal que tout le monde a fait, c'était j'emprunte de l'euro et j'achète des Nvidia. Tu vois, ça pouvait pas rater. Manque de peau. Un petit carry trade. Un petit carry trade monstrueux. Manque de peau, parce que il y a les Chinois qui arrivent quelque chose et qui ont fait quelque chose d'intelligent. Donc Nvidia se pète la gueule de 20%. Et à ce moment-là, si tu es en carry trade, comme tu le dis, si tu as un truc baisse de 20%, il faut que tu trouves de l'argent là où tu peux trouver de l'argent, ma foi. Donc, ce que tu veux, tu perds du fric et tu es obligé de liquider ta position. Donc, tu vends tes Nvidia, qui continuent à baisser d'ailleurs, et tu rachètes le cash que tu avais emprunté. Donc, la raison pour laquelle le cash en euros remonte, c'est que tout le monde et son petit frère étaient short l'euro. Tout le monde avait vendu puisque ça pouvait que baisser. C'est pour vous dire que, encore je le dis toujours, il ne faut pas oublier que les marchés financiers, ça a été inventé pour que le maximum de gens soient malheureux le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Quoi. Et ça marche très très bien. Et l'air con et la vue basse le plus souvent possible. Donc, c'est une école de modestie. C'est une école de modestie. Donc, ce qui est très difficile dans ces métiers, c'est que vous avez sans arrêt la tendance lourde à long terme, qui est que l'euro se pète la gueule. Mais comme tout le monde a compris cette tendance lourde, les gens vont se mettre vendeurs. Et puis, s'il y a un événement qui se passe, ils vont tous être obligés de se racheter à fond la caisse. Et ça va faire monter l'euro. Et tout le monde dira, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu. Bon, il s'est passé aussi en même temps que l'Allemagne a annoncé qu'elle allait aussi... Oui, dépenser 800 milliards à faire que des conneries. Oui, mais le marché a pu réagir à ça en se disant... du coup, ça fait monter les taux longs en Allemagne. Voilà. Et du coup, l'écart des taux avec les États-Unis s'est creusé, ce qui d'habitude entraîne une hausse de l'euro aussi. Donc, il y a des effets techniques aussi. Mais ce qui se passe, c'est que... Moi, je déteste, comme je vous l'ai dit 25 fois, ces stratégies de portage. C'est ce que disait Warren Buffett, c'est de se mettre devant un rouleau compresseur et de ramasser des pièces de 10 centimes. Pendant que le rouleau compresseur avant, c'était raplepla à la fin. Donc, c'est des stratégies que j'ai toujours trouvées extraordinairement dangereuses. Mais ça fait rien. Par exemple, se mettre short le yen et long le marché américain, ça a marché pendant 3 ans de suite. Donc, à la fin, les gens prennent de mauvaises habitudes. Et puis là, donc là, je pense que c'est qu'un effet technique. Et puis, on va attendre tranquillement. Mais si les taux longs montent en Allemagne, à cause de ces 800 milliards dont tu as parlé là, il est évident qu'ils vont monter d'autant plus en France. Et donc, le service de la dette va devenir de plus en plus impossible. Donc, le fait que l'Allemagne prenne des mesures pour relancer sa croissance, ça c'est un truc qui m'énerve, parce que les gens disent il faut que l'État relance la croissance. Mais si l'État était capable de faire de la croissance, depuis le temps, ça se saurait avec l'Union soviétique. Donc quand l'État commence à dépenser du pognon, vous savez que c'est du pognon qui est gaspillé à n'importe quoi. Et il n'y a pas plus grand gaspillage que les dépenses militaires. Ce serait quand même plus simple de signer un accord avec Poutine et d'arrêter les dépenses militaires. Ça me paraîtrait Non, mais c'est de la relance à la sapeur Camembert. C'est-à-dire, vous allez faire un trou là-bas et on va embaucher 2 personnes pour remettre du sable dans le trou. Et puis on va le faire avec des cuillères à soupe. Voilà. Et puis comme ça va relancer l'économie. Donc c'est ce qu'ils appellent une politique keynésienne, c'est-à-dire vous laissez la charge de la croissance à l'État. C'est l'État qui va s'occuper de la croissance et donc des investissements. Et on a vu l'historique de la France, ça fait 45 ans que le poids de l'État dans l'économie monte d'1,5% par an. Donc on est passé de 30 à 60. Quand on sera à 90, j'imagine qu'on aura une croissance très forte. Quoi. Donc si vous voulez, c'est un événement qui est normal,
qui reste dans la volatilité normale. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec l'euro qui est monté de 5%. Bon, nous, ici, avec Didier, on a écrit une lettre à un certain nombre de clients en leur disant, écoutez, ça n'a aucune importance. C'est un truc à court terme. C'est des fluctuations de marché. Comme je l'ai dit souvent, dans les marchés, 97% des mouvements, c'est du bruit. Il y a 3% qui sont des trucs vraiment importants. Ça fait partie des 97%, c'est du bruit. D'accord. Alors, concernant la Chine, Pierre te demande, malgré la forte augmentation du marché chinois sur les 6 derniers mois, est-il encore temps d'augmenter son investissement ? Oui. Ah, Pierre. Alors, une question un peu hors cadre, quoique. Merci beaucoup Charles-Emmanuel. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'Indonésie. C'est un pays gigantesque avec une grande démographie, beaucoup de ressources naturelles et qui fait partie de l'ASEAN. Est-ce que l'Indonésie se rapproche plus de l'Inde ou de la Chine ? Est-ce un bon moment d'investir en Indonésie en achetant par exemple des fonds basés à Singapour ? Alors, je connais pas, je commence à regarder un petit peu l'Inde, l'Indonésie, mais enfin, ça fait quand même, je crois, 270 millions d'habitants. Bon, ils sont musulmans, mais ils sont ce que j'appelle, la religion musulmane commerçante. C'est-à-dire que l'islam s'est développé historiquement, soit de façon guerrière, soit de façon commerçante. Les gens comme, par exemple, certains des Émirats dans le Golfe ou une grosse partie de l'Asie, la Malaisie, tout ça, c'était de l'islam commerçant. Donc, mettons qu'il soit beaucoup moins violent que celui qui s'est fait par la guerre. Ils ont d'énormes ressources naturelles et en particulier, ils ont, je crois, le meilleur charbon au monde. C'est le charbon de plus haute qualité avec le plus de pouvoir calorifique qu'ils exportent énormément. Et ils ont aussi d'énormes récoltes de réserves agricoles. Alors, la réponse ça fait partie de l'espèce d'arc dont j'ai parlé, qui partira de la Turquie et qui ira jusqu'au Vietnam, cet immense arc dans l'océan Indien, comme ça. Donc, et ça fait partie des territoires dans lesquels il faudra être investi. Mais je dois dire que sur l'Indonésie, je ne suis pas très compétent. Je sais que notre bureau à Hong Kong a beaucoup recommandé, il y a un an et demi, les obligations indonésiennes qui donnaient des taux très élevés qui étaient intéressantes. Je crois que cette recommandation est toujours valide. Mais c'est pas un domaine où je suis très compétent, quoi. Voilà, je dis, ça me paraît pas mal, mais j'ai pas de conviction très forte. Je comprends. Tu as Chris M qui te pose la question suivante. J'ai déjà entendu l'expression risque de change. Pourriez-vous m'expliquer sa signification et sommes-nous concernés avec le portefeuille UDL ? Alors, le risque de change, tiens, on va revenir sur le Deutsche Mark là. Vous êtes là, tranquille, avec vos positions, et vous avez vos comptes qui sont rendus en euros. Alors, vous avez des yens qui étaient à 157, 158 yens par euro. Puis il y a tout l'euro se met à monter. Donc d'un seul coup, vous allez perdre 2 ou 3 ou 4% sur vos positions en yens. En yens. Et c'est la même chose pour vos valeurs énergétiques américaines. Et c'est la même chose qui sont cotées en dollars, mais comme le dollar a baissé vis-à-vis de l'euro, et c'est la même chose pour vos actions chinoises, comme l'euro est monté vis-à-vis de la Chine. Donc ça veut dire que vous prenez si votre monnaie de référence dans laquelle vous faites vos comptes monte, toutes choses égales par ailleurs, pouf, le reste va baisser, quoi. Et donc, ce qu'essayent de faire les gens qui gèrent de l'argent, c'est souvent d'isoler le risque de change, c'est-à-dire de vendre, par exemple, l'euro contre le yen, si vous voulez jouer, je sais pas, simplement le marché des actions japonais, vous voulez pas que le yen baissant, vos actions montent et que vous vous retrouviez à zéro. Mais c'est ce qui s'est passé pour... Louis avait joué l'an dernier le marché japonais, qui a bien performé, sauf qu'il perdait tout en risque de change à la fin quand il repassait en dollars. Voilà. Donc il y a des gens, mais à ce moment-là, souvent, la couverture de change, c'est-à-dire enlever le risque de change, en quelque sorte, la couverture, c'est fonction des différences des taux d'intérêt courts.
Et comme le yen donnait 0 et qu'on touchait du 3 sur le mark, sur l'euro, ça te coûtait 3% par an de couvrir. Donc aujourd'hui, je préfère prendre moi, la façon dont j'ai toujours géré de l'argent, c'est que je prends le risque de change, je dis j'essaye d'acheter des trucs dans des monnaies qui sont déjà très basses. Voilà. Mais aujourd'hui, en tous les cas, là, la montée de l'euro, vous aurez compris, n'est pas structurelle, elle a été ponctuelle due à un événement, et ne vous inquiétez pas, il va redescendre. Donc pour l'instant, votre risque de change vis-à-vis du yen ou du dollar n'est que temporaire. Voilà, regardez par exemple ce qui s'était passé l'année dernière, c'est que pendant l'été, là, pouf, le yen était monté comme une fusée, ça avait déclenché une espèce de petite crise boursière, le marché s'était pété la gueule à cause du carry trade, tu sais. Et puis, tout le monde reprenait les autres commentateurs qui tous disaient c'est le début de la grande crise, vendez tout et tout. Moi j'avais dit ça n'a strictement aucune importance, gardez tout et surtout ne bougez pas. Je dis aujourd'hui, le risque de change existe, mais pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt une opportunité de change qu'un risque. Donc il n'y a pas de raison de vous couvrir. Votre portefeuille prend une claque pendant 2-3 semaines. Mais encore une fois, dans notre portefeuille, UDE, on est dans un esprit long, de gestion longue pour votre retraite, une grande épargne dans le temps. Donc l'idée, c'est pas de rentrer-sortir. Donc, ça coûte cher, hein ? Ça coûte cher. Donc là, pour l'instant, le risque de change va se diluer, on l'accepte et il s'amoindrira avec le temps et puis bientôt, nous n'y penserons même plus. Voilà. C'est l'idée. Alors toi, Gwenaël Olio, ou Oliot, je ne sais pas comment ça se prononce, qui te demande « Bonjour, serait-il raisonnable de remplacer la partie Asie ex-Japon de portefeuille UDE par un ETF Chine ?» Oui. Oui, c'est tout à fait faisable, ça. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, au moment où on a établi ces positions, on a dit aux gens, vous prenez soit un ETF Chine, soit un ETF Asie ex-Japon qui sera moins volatile. Pas de peau, d'ailleurs, parce que, en effet, il a été moins volatile, mais la volatilité de la Chine a été à la hausse, c'est pas de peau. J'aurais dû dire, vous prenez que la Chine. Mais enfin, bref, voilà. Alors, tu as Henri Nopa qui te pose la question suivante, que je trouvais mignonne, et dans laquelle j'ai quelque chose à dire, qui, en gros, te demande à quel âge doit-on apprendre la bourse à ses enfants ? C'est une très bonne question, ça. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, j'ai une petite nièce qui s'appelle Carla, et qui a... C'est pas ta nièce, c'est ta petite fille. C'est ma petite fille, pardon, je suis complètement gâteux. C'est ma petite fille Carla, qui, quand elle était à New York, était un peu une enfant vedette, vous savez, pour les émissions de télévision, pour des films, etc. Elle était dans Orange is the New Black, elle faisait Nikki petite, pour ceux qui ont la ref. Donc, imaginez-vous, donc elle était syndiquée, parce que tous les acteurs sont syndiqués aux États-Unis, donc elle touchait de l'argent, et puis cet argent, elle l'a investi dans 5 ou 6 actions, et qu'elle regarde avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, elle a 17 ans. Mais elle regarde son portefeuille, et son portefeuille commence à être fait une dizaine d'années. Donc, c'est une façon extraordinaire d'intéresser les enfants, parce qu'ils s'intéressent à ce moment-là aux actions qu'ils achètent. Et qu'est-ce qu'ils font, et pourquoi je dois l'acheter. Et donc, vous voyez, ça leur montre la diversité des placements qu'ils peuvent faire. Alors, ils peuvent acheter... je sais pas, L'Oréal, parce qu'elle a besoin des shampoings, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc, ça rend la bourse vivante, parce qu'ils peuvent investir en fonction de leurs préférences du moment. Ils peuvent acheter Disney si ça les amuse, parce qu'ils aiment même les dessins animés, tu vois. Donc, et s'ils ont envie d'une action de merde. Maintenant, oui, mais c'était une très bonne action. Maintenant, mais avec WoW qui explose, Disney va peut-être redevenir une bonne action, tu vois, c'est ça le... Donc c'est ça, c'est que c'est une façon d'intéresser les enfants d'abord à l'épargne et ensuite à leur faire comprendre qu'ils peuvent transférer leurs préférences personnelles pour une série de sujets en action, et ils jouent leurs préférences personnelles et ils voient comment leurs préférences, l'un des gérants les plus célèbres, c'était un homme qui s'appelait Peter Lynch, qui était dans les années 60, qui était Fidelity, qui était le gérant de Fidelity pendant 30 ans. Et il disait, je n'achète jamais une action si je n'aime pas le produit qu'ils font. Donc, il allait s'acheter des Moulinex, ou je ne sais rien, voir si ça marchait, il était content. Donc, il y a un côté, j'aime ça,
Donc, comme les autres vont l'aimer aussi, je vais l'acheter aussi et je vais gagner de l'argent en plus. Quoi. Ça, c'est vrai dans une certaine mesure, mais regarde Air Liquide, c'est difficile d'aimer. Mais si tu as un fils qui est ingénieur et qui pense à des études d'ingénieur, il va se... Mais regarde, moi j'ai aussi un neveu, là, un vrai, qui, quand Tesla a sorti sa première voiture, il était au Danemark, et il s'est acheté la voiture et l'action. Oui, ça, il a payé sa voiture 3 fois. Ça, je comprends. Pareil, quand tu tombes tout au début dans les produits Apple, et tu te disais... Tu tombes amoureux du produit. Tu te disais, c'est incroyable, il y a tout qui fonctionne. Je mets mon téléphone, ça va... tu te disais, c'est fort. Et puis la cartographie, quelque part, tu voulais faire partie de ce monde-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une façon, tu te crées une communauté. Donc, et ça les amuse. Et donc... Moi, je pense à partir de 12 ans. Oui, à partir de 12 ans. Et c'est un côté ludique. C'est-à-dire que la plupart des gens en France, dès qu'on parle d'argent, ils prennent un air cafard et disent « Oh là là, mais c'est très mal l'argent et tout ». Mais non, c'est poilant comme tout. En gagner, prendre des décisions, voir si les produits qu'on aime sont aimés par les autres, c'est communiquer avec le reste, quoi. Alors, tu as une question sur les 4 cadrans. Alors là, je vais demander à notre régie formidable d'incruster à nouveau cette image des 4 cadrans pendant qu'on va en parler. Voilà. Et dans quel cas, dans le cas d'un scénario à la turque, dans quel cadran se trouve-t-on ? Il va falloir que tu rappelles alors, vous avez 4 cadrans en bas à droite. Ils vont la voir à l'écran. Vous avez d'abord... 2 choses que vous devez savoir pour investir, s'il y a simplement 2. Qu'est-ce que va faire la croissance en volume ? Est-ce qu'il va y avoir croissance ou pas, en quelque sorte, économique ? Et ensuite, les prix. Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation ou pas ? Bon. Donc, si vous croisez ces 2 axes, ça vous fait 4 cadrans. En bas à droite, c'est là où il y a une croissance en volume très forte et pas d'inflation. Ce que j'appelle le boom déflationniste. Là, vous achetez des valeurs de technologie. Vous voyez, c'est les... Quand vous êtes en haut à droite, c'est-à-dire que là, la monnaie commence, il y a de l'inflation, à ce moment-là, vous achetez de l'or. Allez. Et puis alors, les 2 cadrans de gauche, c'est là où se fixent les prix. Le prix du temps, en particulier. Et ce qu'avait dit Musk, qui est très très malin, c'est que le système monétaire, dans le fond, c'est le système d'exploitation. Je suis arrivé, t'as vu ? Oui, incroyable. J'étais là, hein. J'étais au filet au cas où pour... Le système d'exploitation du système capitaliste. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre ça dans votre tête. À droite, dans les 4 cadrans, c'est là où les valeurs sont créées. Les produits, les Apple, c'est là où la richesse nouvelle est créée, tu vois. Mais ça, c'est la création de valeur. Mais pour mesurer cette création de valeur, tu as besoin d'un outil qui s'appelle la monnaie, qui est créé dans les 2 cadrans de gauche, là. Et alors, si les 2 cadrans de gauche sont foutus en l'air par le gouvernement turc qui fait n'importe quoi avec sa monnaie, tu peux plus mesurer les valeurs avec la monnaie, parce que la monnaie, c'est de la saloperie, ça veut rien dire, il y a pas... Donc, à ce moment-là, tu es obligé de gérer ton pognon sans tenir compte des 2 cadrans de gauche, où la monnaie est détruite, et tu te retrouves simplement avec de l'or et des actions. Et c'est un peu le portefeuille qu'on a recommandé, pas mal, pendant les années Biden. Et la grande question, c'est est-ce que Musk et Trump vont réussir à recrédibiliser les 2 cadrans de gauche des États-Unis ? Et s'ils y arrivent, à ce moment-là, on pourra peut-être acheter des obligations, retourner dans le dollar, etc. Donc il faut bien comprendre que, encore une fois, dans le système capitaliste, vous avez une séparation presque totale entre la valeur et les prix. Tu sais, c'est ce que disait Warren Buffett, quand vous achetez quelque chose que vous payez, c'est le prix, ce que vous achetez, c'est la valeur. Donc, vous achetez de la valeur avec des prix qui sont faits ailleurs. Et si tu n'as pas confiance dans le système des prix, à ce moment-là, tu remplaces les obligations et tout par de l'or. Et tu te retrouves avec de l'or et des actions. Le système économique, avant l'invention des monnaies, etc., mettons, à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait que l'or et la création de valeur. Il n'y avait jamais le système à gauche. Non. Le système à gauche, il a été inventé en Italie à partir du XIIe siècle. Et puis ensuite, il s'est développé. Donc c'est vraiment un... Et le métier de gérant, c'est de réussir à arbitrer entre la valeur, les prix, etc. Et c'est là où c'est difficile. Mais la beauté du brand portfolio, là, du portefeuille Power Brand dont on se sert, c'est que il est bâti de façon à ce que vous n'ayez à la limite pas à prendre cette décision, quoi, tu vois, donc le portefeuille turc, c'est une déclinaison
mettons, très très anciennes du portefeuille Brown. D'accord. Mais je voudrais faire une petite remarque ici, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il faut dire, c'est que cette façon de réfléchir sur la valeur et la monnaie, c'est une gymnastique intellectuelle. Et il y a des gens qui l'ont tout naturellement, et des gens qui... par exemple, je vais dire un truc un peu sot, mais les paysans, ça, ils ont du mal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, les gens qui sont très dans tout ce qui est création de valeur, ils ne comprennent pas le coût de la monnaie. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais ça veut dire qu'il y a une forme d'esprit qui est beaucoup plus à même de... Non, je crois que si on ne t'a pas habitué très petit à avoir recours à l'abstraction, Oui. à avoir recours à quelque part à la synthétisation de certains sujets, tu restes dans un développement de choses qui doivent être concrètes. Voilà. Et tu l'as dans les deux sens. C'est que j'ai aussi des amis qui, à force de ne vivre que dans des choses qui ne sont pratiquement que pure abstraction, ont du mal à vivre dans des mondes concrets. Je crois que c'est deux façons de développer son cerveau. Quelques personnes arrivent à voir les deux. Très souvent, ils ont du mal à être optimum dans les deux. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de génies intellectuels qui passent 25 fois leur permis de conduire parce qu'ils ont une certaine dyspraxie dans la vie courante. Donc, ou Adam Smith, le grand économiste, qui sortait de chez lui pour aller faire ses cours à l'université d'Édimbourg en robe de chambre, quoi. Oui, c'est parce que ce jour-là, il devait réfléchir à un truc super important et qu'il va... ça, je peux croire qu'on puisse sortir avec deux chaussures de couleurs différentes parce que simplement, son cerveau est ailleurs et qu'on est là, mais on n'est pas là. Donc, la capacité d'abstraction du monde, c'est encore autre chose. Donc, toi, par exemple, je ne crois pas qu'on t'aurait... Tu aurais super bien géré des animaux, parce que si on t'avait laissé pour s'occuper de vaches, la moitié serait morte de faim, ou aurait pas eu de l'eau aux bonnes heures, mais pas du tout, mais parce que tu aurais sûrement oublié. J'aurais oublié, j'aurais été faire autre chose, oui. Ouais. Donc... alors, bonjour, il vaut mieux rester sur les ETF Asie ou investir en Chine dans des actions ou les deux. Quelle action en Chine serait envisageable dans ce cas? Ou pour finir, Air Liquide pour Air Tranquille? Ça, si vous voulez, encore une fois, c'est une question qui est posée sur la composition du portefeuille. Nous, ce qu'on essaye de vous montrer, c'est l'intérêt d'avoir un portefeuille qui est bien construit. Alors aujourd'hui, la partie risque de votre portefeuille doit être dans deux secteurs, comme l'a dit Emmanuel, mettons l'énergie et l'Asie. Alors l'Asie, vous pouvez... Aujourd'hui, il devient évident pour de plus en plus de gens que c'est de la Chine qui commence à faire mieux que tous les autres. Donc, je me mets en Chine. C'est possible. Mais vous pouvez vous dire aussi, les autres ont du retard, donc ils vont peut-être rattraper à ce moment-là. Donc, pour moi, si vous voulez se mettre en Asie ex-Japon, dans lequel il y a la Chine, et Chine tout court, c'est pareil. Mais ça devrait arriver au même résultat à l'arrivée. Mais si vous êtes aujourd'hui, il semble bien que si vous étiez un Chinois, c'est-à-dire si ça commence à monter, vous achetez, quoi. Il vaut mieux être en Chine que dans le reste. Alors, autre question sur la possible spoliation bancaire. Comment penses-tu que cette spoliation pourrait arriver? C'est facile. Alors, est-ce que tu crois que si on met nos sous sur des courtiers en ligne qui sont domiciliés en dehors de France, ils peuvent aller récupérer cet argent-là? Sinon, en pratique, en tout cas pour l'ensemble des Français, comment tu vois arriver cette spoliation? Ils vont faire deux choses. Bon, sur l'économie des Français. La première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le même coup que M. Barre quand il y avait eu la sécheresse. Il avait fait un impôt sécheresse. C'est-à-dire que si vous payez, je sais pas, 10 ou 15 000 euros d'impôt par an, allez, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit, on va vous forcer, vous allez être obligé de souscrire à une obligation à 10 000. Tous les ménages qui étaient au-dessus d'un certain seuil étaient forcés d'acheter ces... C'est de la carte forcée.
Et on vous l'a remboursé 7 ou 8 ans après. Et voilà, et c'était libératoire du coût de l'impôt. En fait, non, c'était pas libératoire du coût de l'impôt, c'était en plus, tu payais tes impôts. Non, mais disons que tu disais 70% de ton impôt et 30% devait être dans ce prêt, et on considérait que 70 plus 30 faisait 100% de ton impôt. Non, je crois pas, c'est ce qui est passé. C'était comme ça, oui. Ah oui, j'ai regardé. Tu as regardé ? Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est vous dire, mais... à ce moment-là, pour eux, c'est un coup dans l'eau, parce qu'ils ne touchent pas plus que l'impôt. Mais... Oui, mais c'était une façon d'avoir... Parce que sinon, tu sais que tu ne peux pas attribuer les recettes aux dépenses. Oui. Et donc, c'était une façon quand même de capter une partie de l'impôt. Mais ils peuvent très bien le faire en sus. Hein. Je te dis juste ce qui s'est passé sur bas. Ils peuvent le faire en sus. Et donc, forcer les gens à acheter des obligations. En se targuant que c'est pour la sécurité nationale. Vous savez, c'est pour ça qu'ils nous font tout ce baratin sur la guerre. Mais alors, comment ils vont le rémunérer Avec quoi ils vont le rémunérer avec le taux d'intérêt normal, 4% par là, 3%, 4%. Ils vont le rémunérer comme si c'était un... Et ils te piquent... Mais ils n'ont pas les sous pour le rémunérer, parce que ça va aller dans la dette de l'État et ça va la gonfler. Mais ça... On part du principe que de toute façon, ils vont émettre 300 milliards, et sans doute plus. Et qu'ils vont avoir du mal à lever les 300 milliards parce que les gens ne sont pas très optimistes. Et puis les étrangers en particulier, ne veulent pas 50% de notre dette est financée par les étrangers. Alors si les étrangers ne viennent pas, ils peuvent annoncer qu'ils vont faire un emprunt obligatoire pour remplacer les étrangers. Et puis c'est tout. Et puis ils iront chercher ton pognon. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, le pouvoir d'achat des Français baissera de l'augmentation du pognon qu'on leur a piqué et qu'on aura une récession épouvantable. Sans compter qu'il suffit, alors il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, que souvent en économie, l'image va être terrible parce que ça va envoyer comme image que, oulala, il est encore plus nécessaire du coup, vélocité de la monnaie va s'écrouler. Mais ce qui surtout ça veut dire, c'est que les étrangers ne vont plus financer notre déficit. Donc, comme me disait un vieil ami financier à Londres, il me disait que dans un marché financier, quand il faut paniquer, il vaut mieux être le premier que le dernier, quoi. Donc, le vrai problème, c'est que je crois que ça sera fonction de votre domiciliation fiscale et le fait que vous ayez mis votre épargne à l'étranger. Si vous avez une espèce d'emprunt forcé, vous serez obligé de rentrer une partie de votre pognon de l'étranger pour y souscrire, parce que vous n'aurez pas le choix, quoi. Ouais, mais ça va gueuler, ça va être effrayant. Enfin, je pense que, en tout cas, moi je vois ça comme ça, ils auront accès tout de suite au PEA, PEL, parce que ça, ils les ont, et ça sera quand même plus difficile de passer par tu vois, aller voir Revolut, demander une commission rogatoire à un juge pour avoir accès. Si toi tu refuses, oui, mais... comme tu dois déclarer les trucs que tu as à l'extérieur... Oui, tu es obligé. Tu es obligé, donc ils sauront que tu as quelque chose là-bas. Oui, mais alors, et si tu l'as... Donc, la deuxième possibilité, c'est que simplement, ils regardent l'ensemble des comptes des Français et qu'ils disent, écoutez, tous ceux qui ont au-dessus de... Allez, je sais pas, 30 000, 20 000 euros d'épargne. De cash dans leur compte, on leur prend 50% de ceux au-dessus de 20 000. Voilà, boum. Oui, mais s'ils sont placés. S'ils sont en cash, ils ne sont pas placés. Oui, c'est ça. Mais par exemple, si tu es un PEA, bien sûr, des actions porteurs. Ils n'y touchent pas. Non, mais là, ils vont essayer d'aller voir le cash qu'il y a dans les... Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, quelquefois, tu laisses du cash parce que c'est ton fonds de roulement. Oui, mais je sais bien, mais bien sûr, mais ça va gueuler aussi comme des poux. Mais la réalité, c'est ils vont être obligés à un moment de trouver une façon de piquer une partie de l'épargne des Français. Moi, par exemple, j'ai des charges très lourdes dans mon immeuble, ce qui fait qu'une fois tous les trimestres, je suis obligée à ce moment-là de laisser... Il suffit que DF tombe au même moment, je vais être obligée d'avoir 10 000 sur mon compte à ce moment-là parce que je vais avoir ces charges très lourdes qui vont tomber. Je sais bien, donc... Ou alors ils vont peut-être faire un impôt spécial sur les gars qui payent plus de 50 000 euros d'impôts par an, mais en disant ceux-là ils sont riches, on peut leur piquer. Mais tout ça, ça veut dire que ça sera un signal de fin de récréation, que ça y est, c'est fini, on peut plus, on peut plus vivre en empruntant. Ça va être une très bonne ambiance en tous les cas. Surtout, je peux pas attendre de voir le marché obligataire à ce moment-là. Alors justement, parlons des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt du marché doit suivre les taux d'intérêt naturels. Oui. Alors qu'on s'attend à une hausse de la rentabilité du capital investi aux USA, n'est-il pas problématique d'attendre une baisse des taux de la Fed ? Cela ne va-t-il pas générer de mauvais investissements ?
Et non seulement ça, mais là où le taux naturel, c'est un vixelien ce monsieur, je suis très content, ou cette dame, le taux naturel, c'est-à-dire la rentabilité du capital investi, va exploser en Asie, en Inde. Donc, comme c'était eux qui avaient les excédents d'épargne, c'est eux qui faisaient maintenir des taux d'intérêt trop bas chez nous, en investissant leur excédent d'épargne dans notre marché obligataire. Mais s'ils commencent à pouvoir gagner des 100 et des 1000 dans leur propre marché, ils ne vont plus le mettre chez nous. Non. Donc une hausse du taux naturel, c'est-à-dire la rentabilité des affaires en Asie, va déclencher une hausse des taux chez nous phénoménale. Et c'est ça qui va faire sauter la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le fait que les autres aient une rentabilité du capital qui augmente énormément qui va faire que nous, on ne pourra plus continuer à avoir une épargne à bon marché, quoi. C'est les vases communicants, ce truc. C'est le problème de baignoire, quoi. Alors, une question sur le Portugal. Le Portugal a noté Fitch 3 crans en dessous de la France et emprunte à 30 points de base sous sur le pourcentage. Ça veut encore une fois dire que les notations, ça vaut rien. Ouais. Est-ce que les 3 agences US ne sont-elles pas en conflit d'intérêts par rapport à la dette française? Je ne sais pas si elles le sont ou si elles ne le sont pas, mais il est certain que le vrai problème qu'on a, c'est que si la France baisse encore d'un cran dans sa notation, à ce moment-là, il y a un nombre très important de banques centrales, de compagnies d'assurance, etc., qui ne peuvent plus avoir de la dette française. C'est-à-dire que si tu passes de triple A plus à triple A, il ne se passe rien, etc. Mais je crois que si tu tombes à double A ou à... Là, on est à double A plus, A+. Oui, mais si on passait à tout simplement, à ce moment-là, tu peux dire que la quasi-totalité des banques centrales, des compagnies d'assurance, des caisses de retraite dans le monde seraient quasiment obligées de vendre leur dette française. Donc, les agences de notation savent très bien que si elles font ça, ça va être un cataclysme. Et j'imagine bien qu'il y a des petits rendez-vous avec... on leur dit, même tout le monde doit leur dire, arrêtez de déconner, vous ne le faites pas parce que sinon, vous foutez en l'air tous les systèmes de retraite dans le monde entier qui sont bourrés d'obligations françaises. Mais ça, c'est exactement le truc imbécile de la notation. C'est comme un taux de change fixe, le jour où il pète, ça crée des drames parce que tout le monde avait fait des projections sur un taux de change fixe. Donc, intervenir dans une notation... Maintenant, la responsabilité des banques centrales, des agences de notation, est absolument immense si elles décident que la France est simple A à la place d'être double A. Mais la France devrait être en dessous même. Mais ils n'osent pas le faire, parce que c'est eux qui déclencheraient le cataclysme. En réalité, à partir du moment où c'est devenu une décision politique et qu'elle est encadrée, ça n'est plus du tout un marqueur. De toute façon, depuis 2008, on sait très bien ce que valent les dites agences de notation. Absolument. Avec leur triplé de nos fesses. Mm-hmm. Tu as une question de Bankster qui te demande, que je suis sur Twitter, qui te dit qu'il Bankster, je le connais celui-là, je le regarde de temps en temps. Ouais. Qui a adoré ton livre sur la construction de portefeuille et qui te demande une question, et c'est un simple particulier sans accès à macrobond, comment calculer le rendement total d'une obligation avec des outils accessibles? C'est une question, ça c'est très difficile, parce que c'est des outils compliqués, parce que avant, quand tu n'avais pas macrobond, comment tu calculais le rendement d'un bond? Ce que je faisais, c'est que je le faisais pas, je calculais le cours théorique d'une obligation zéro coupon. C'est un zéro coupon, c'est-à-dire ils ne payent pas de dividendes, mais ils sont issus, par exemple, si les taux d'intérêt sont à 7, le capital double à peu près en 10 ans, donc l'obligation sera émise à 50 et elle sera remboursée à 100 dans 10 ans, donc ça fera 7% par an. Tu peux avoir une obligation qui est émise à 100 et qui te donne du 7% par an, comme ça, tous les ans, tu vois, un petit coupon, et une qui te donne rien du tout, mais qui monte de 50 à 100, tranquillement, et qui te donne aussi du 7%. Donc, dans un cas, tu reçois un petit bout de papier, un chèque, dans l'autre, c'est simplement, ça monte de valeur de 7% par an si les taux d'intérêt restent à 7. Et donc, je calculais le cours, ce qui est une formule mathématique assez simple, je calculais le cours du zéro coupon, et ensuite, je regardais la variation de ce truc-là, parce que ça me donnait une idée de la variation d'un portefeuille. Mais sinon, si tu prends une obligation qui est émise à 100, qui te donne du 7%, imagine que les taux d'intérêt montent à 8, donc l'obligation va baisser. Mais en même temps, il y a une partie du coupon qui est payée
tu vois, il y a une partie du coupon qui court dans le temps comme ça, mais qui est payé qu'une fois par an. Donc il faut que tu calcules le coupon, mais que tu le calcules avec les doigts. Donc c'est des calculs effrayants. Et grâce à Dieu, Macrobond a fait une formule mathématique où tu appuies sur le bouton, ça te donne l'évolution d'un portefeuille qui reste à 10 ans ou à 7 ans ou à 5 ans tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'il maintient la duration à tout le temps. Donc c'est des calculs théoriques, mais essayer de les faire comme ça à partir d'un truc simple, c'est la croix et la bannière. Le plus simple, c'est de prendre, ou alors de prendre l'inverse des taux. Vous faites 1 divisé par le taux d'intérêt, vous recalculez la variation, c'est un peu comme un zéro coupon. Mais les taux d'intérêt, il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 grandes écoles qu'on appelait d'actuaires en France, une à Lyon, une à Paris, et que c'était des matheux pas possibles qui étaient là-dedans, qui faisaient ça. C'était donc les actuaires, c'était... Moi, je me souviens, avant qu'il y ait les ordinateurs et tout, il y avait des actuaires à la Banque de Suez où j'ai commencé. Les mecs, ils savaient faire des règles de 3. Hein. Dis-moi, j'avais la question et puis je ne l'ai pas posée, mais elle est dans ma tête. Tu as des gens qui s'interrogent justement sur les travaux que tu fais avec Didier et les implications parallèles avec la physique. Est-ce que tu as 2-3 choses que tu pourrais partager, de choses que vous avez trouvées, entre guillemets, grâce à la physique? Oui, alors la physique, oui, c'est très intéressant cette question. La physique, d'après Didier en tout cas, qui a beaucoup travaillé là-dedans, le gros travail de la physique, c'est, me dit-il, de trouver des invariants, c'est-à-dire le truc qui bouge pas, ce qui est stable dans un système qui part dans tous les sens, c'est-à-dire quelque chose qui est stable. Et il dit la physique, dit Didier, c'est toujours 1 plus 1, ça plus ça plus ça plus ça, égale 0. C'est toujours égal 0. Donc il y a l'invariant qui te permet de... Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé comme ça, par exemple, l'invariant du système capitaliste, ce que tu peux faire en utilisant les instruments du capital basique, c'est 4% par an. Tu vois, c'est le truc de Brand. Tu utilises les 4 outils, les taux à court terme, les taux à long terme, l'or et le marché des actions, et sur à peu près tous les pays, tu trouves 4% par an. Donc ça, c'est littéralement un invariant. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, si vous avez un gérant, si vous faites sa performance, moins 4% réel par an, 4%, là, et si c'est égal à 0, c'est pas la peine de le payer, puisqu'il n'a ajouté aucune valeur. Tu vois, toi, tu aurais pu faire aussi bien avec tes 4 trucs sans t'emmerder. Donc, ne le mesurez pas contre un indice, c'est idiot. Mesurez-le contre ces 4% réels. S'il est au-dessus des 4% réels, il rajoute de la valeur, vous pouvez le payer. S'il est en dessous, c'est pas la peine, parce que vous pourriez faire aussi bien en suivant, prenant les cours de l'université de l'épargne, en faisant un quart, la partie la plus... Donc, oui, il y a des invariants comme ça, on en a trouvé plusieurs, et c'est assez marrant. Bon. Et voilà, c'est donc... il y en a d'autres qui sont plus compliqués, mais c'est un... Et ce que dit Didier, c'est qu'il y a des rapports extrêmement étroits entre la finance et la physique, et que ce qui a été développé, c'est une mathématisation de la finance qui n'a aucun rapport avec la vraie finance. C'est-à-dire que on arrive à des résultats très paradoxaux. Tu vas à Dauphine, on te fait faire des trucs de mathématiques pas croyables et tout. Et ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas. La théorie moderne du portefeuille, ça ne marche pas. Mais ça permet, parce que beaucoup d'économistes sont des mathématiciens ratés, ça permet aux économistes de faire des pages et des pages de calcul. Et d'avoir un prix Nobel. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça marche pas. C'est des chaussures avec les talons devant, les gars. On vous a déjà expliqué que les talons devant, c'était pas une bonne idée. Voilà, il continue. Il continue. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'économie aujourd'hui, c'est cette espèce de dérive mathématique qui s'éloigne de plus en plus de la réalité. Et vous vous dites, mais ça sert à rien, votre truc, ça n'a aucun rapport avec la réalité, quoi. C'est donc... Donc voilà, nous on essaye de trouver des choses qui... Alors j'ai une dernière question pour la route qui n'a rien à voir avec rien, mais pourquoi pas. Oui. C'est un auditeur qui te demande quelle différence tu fais entre un jésuite et un franciscain. Ah, c'est une bonne question. D'abord, les franciscains ont été faits bien avant. Les franciscains, ça a été fait à peu près en 1200, je crois.
à peu près en même temps que les dominicains. Les dominicains, c'était un ordre mendiant, et je crois net, sans vouloir, que saint François d'Assise, c'était la figure qui a été sans doute la plus proche du Christ. C'est-à-dire que lui, il parlait aux petits oiseaux, enfin bref. Il parlait aux lions, il parlait aux loups, enfin... C'est ceux, quand on les voit au Vatican, ils sont en sandales. Ils sont en sandales et en robe brune, en marron, là, oui. Donc, c'est des gens qui... Et les franciscains, c'était un petit peu la vocation pauvre de l'Église, c'est-à-dire d'être... Les jésuites, c'était ils ont été créés un petit peu, si j'ose dire, contre Luther, tu vois, contre la réforme, donc c'était bien après. Et le rôle des jésuites tel qu'ils l'ont compris, ça a été fondé par saint Ignace de Loyola, qui était un espagnol, plutôt basque, je crois d'ailleurs. Et le but, c'était de reprendre le leadership intellectuel de la chrétienté. Par l'éducation. Par l'éducation, et donc d'élever... Ce que disaient les jésuites, c'est donnez-moi des enfants, et j'en ferai des gens qui domineront et gouverneront le monde. C'est-à-dire, si j'ose dire, c'est Davos. Tu vois, c'était l'idée de... Donc, derrière les franciscains, il y avait un désir de sainteté. Derrière les jésuites, il y avait un désir de maintenir l'Église dans une position dominante intellectuelle. Donc, le premier, c'était tout modestie. Les deuxièmes, c'était beaucoup de pouvoir, quoi. Et d'ailleurs, au travers de l'histoire, les confesseurs jésuites se sont accommodés de beaucoup de... Ils ont toujours été... D'ailleurs, ils ont été aussi... Ils avaient une telle influence politique qu'ils ont été virés de plusieurs pays à plusieurs reprises. Tu vois, ils étaient virés de ceci, ils étaient virés de cela. Donc, c'est toujours embêtant quand un ordre s'approche trop du pouvoir. Voilà, c'est ça. Et c'était là. Et aujourd'hui, il y a une incongruité totale, c'est que les jésuites prêtent un serment de fidélité absolue au pape, c'est-à-dire perinde cadaver, ils obéiront au pape jusqu'à ce qu'il soit mort. Et aujourd'hui, le pape est un jésuite. Et je trouve ça très difficile parce qu'il ne peut pas se jurer un serment de fidélité à lui-même. Donc c'est le premier pape jésuite de l'histoire, parce que la base des jésuites, c'est que la justification des jésuites, c'est qu'ils certes, ils cherchaient le pouvoir, mais ils n'étaient jamais papes. C'était ceux qui aidaient le pape à maintenir l'institution de l'Église. Si je veux dire, je vais peut-être exagérer là, mais les franciscains, ils voulaient maintenir la chrétienté, et les jésuites, ils voulaient maintenir l'Église. Tu vois, c'est pas tout à fait la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc moi, j'ai été élève chez les jésuites et tout. Ce côté, il faut faire rentrer l'Église dans le monde. Moi, j'ai toujours pensé que l'Église devait être en dehors du monde, quoi. C'est ce que disait Bernanos. Il disait, l'Église, c'est un vaisseau qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la merde. Mais je trouve que les jésuites, ils allaient un peu trop vers la merde, quoi. Voilà. Écoutez, je pensais que ça ferait une bonne fin d'aller sur un sujet un petit peu de société, si vous êtes restés jusqu'à la fin. Voilà, écoutez, encore une fois, je suis ravie d'avoir pu faire cette petite émission de questions que nous faisons maintenant mensuellement, qui, j'espère, vous ravit tout autant que nous. Voilà, la semaine prochaine, on reviendra avec un sujet probablement de terrain suivant ce qui se passe, parce que c'est l'avantage de l'économie, on a des trucs nouveaux à discuter. Mais ce qui est intéressant, ce qui se passe, qu'on commence à voir, c'est quand même la surperformance du marché chinois, qui commence à interpeller beaucoup de gens, parce que tout le monde m'expliquait qu'il ne fallait pas avoir d'action chinoise. Je te rassure que ça continue dans les rédactions à nous expliquer que la Chine est en crise et que Taïwan va être envahi dans les 2 jours qui viennent, oui. Voilà, c'est formidable. Je voudrais faire une autre remarque avant qu'on conclue, c'est parlant de la Chine. Vous êtes dans la zone autour de la Chine.
Et vous vous rendez compte, et les États-Unis vous disent, vous inquiétez pas, je vous protégerai toujours contre les côtés belliqueux de la Chine, qui sont pas très balèzes, mais enfin. Et puis d'un seul coup, vous voyez ce que les États-Unis sont en train de faire à l'Europe. Donc j'imagine que partout en Asie, il doit y avoir un mouvement en se disant, il faut quand même commencer à être très 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 gentil avec la Chine, parce qu'il n'est pas sûr que les Américains seront là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc le coup, je balance entre les États-Unis et la Chine. C'est comme nous, on devrait essayer de devenir un peu pote avec la Turquie, normalement, si on n'était pas la moitié d'un jambon. Oui, mais la Russie, ça en prend vraiment pas le chemin. Non, ça en prend pas le chemin. Mais on pourrait essayer d'être un petit peu copain avec la Turquie. Je dis ça, je dis rien. Oui, par exemple. Donc, tu vois bien, c'est qu'on sent bien que le retrait militaire des États-Unis fait que tous les gens qui jouaient les États-Unis contre la Chine et la Chine contre les États-Unis, ils vont avoir un petit peu de difficulté, là. Ouais, mais bon, je ne sais même pas si réfléchir jusqu'à là, tu sais, on a vraiment des quiches. Voilà, écoutez, je suis ravie encore une fois. Parlez-en à vos amis, mettez des pouces. Alors, on n'a toujours pas 400 000 d'ailleurs, oui, je suis très fâché. J'ai fait des petits calculs, ça va arriver vers ton anniversaire. Dans un an. J'ai fait une... en septembre. Donc, ça va arriver vers le 14 septembre. J'ai fait j'ai modélisé voilà, avec Grok, et il m'a dit, ça va arriver vers le 14 septembre. Et j'ai dit, youpla, voilà. Youpla, c'est parfait. On fera la fête. 82 ans. Voilà, et 400 000 abonnés. Voilà, si tu veux. J'ai vu une blague comme ça, c'était arrêtez de faire garder vos petits-enfants par les grands-parents, parce que j'ai demandé à mon neveu de 6 ans, genre, mais tu as quel âge? Il a dit, j'ai 6 ans, enfin bientôt 7 si Dieu veut. Voilà. Voilà, bon, écoutez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.